Cette semaine au Balado, on parle des turbulences internationales et de l'avenir de l'État-providence avec le podcasteur et commentateur politique François Fournier. Et Nicolas Gagnon de la Fédération canadienne des contribuables vient nous présenter ses attentes pour le budget à venir du gouvernement du Québec. Tout cela et bien plus dans votre Libre Podcast. Bonjour et bienvenue au Libre Podcast, votre balado hebdomadaire entièrement consacré à l'analyse de l'actualité de la semaine et bien plus. Je suis votre animateur Francis Denis en compagnie pour cette première partie de François Fournier alias le Dédomiseur. François Fournier, bonjour. Salut Francis. François Fournier, bon, vous connaissez, vous venez souvent au balado, si ce n'est d'une courte période où est-ce que vous avez eu la chance et l'honneur de devenir père. Peut-être que vous allez pouvoir nous parler de cette expérience qui change une vie, c'est le moins qu'on puisse dire, mais vous vouliez d'abord nous parler de, bon, une espèce de revue de l'actualité, disons, qui... tel l'effet domino va éventuellement nous toucher si ce n'est pas déjà fait. J'avais dit dans la première partie j'avais dit la semaine dernière dans vos balados qu'éventuellement je serais peut-être à Dubaï pour vous parler directement de là-bas, mais finalement mon vol a été annulé au grand bonheur de ma famille qui avait peur que je sois à tout le moins coincé sur place la semaine prochaine. Mais François Fournier, parlez-nous un peu comment est-ce que vous voyez ça, l'ensemble justement des effets collatéraux et de la guerre elle-même là, qui se passe en ce moment même en Iran. Ben écoute, juste avant de rentrer dans ce sujet-là, je dois dire que ça fait à la fois très peu de temps qu'on s'est parlé, mais il me semble que ça fait quand même longtemps, puisque à la fois personnellement, comme tu le dis, et au niveau de l'actualité, on dirait que tout s'est bousculé dans les dernières semaines, dans les derniers mois, et on a beau à chaque année faire un espèce de bilan en se disant, bon, qu'est-ce qu'on surveille, où on s'en va, il arrive toujours un peu l'imprévisible. Et puis, l'administration américaine nous a habitués dans la dernière année, en fait, depuis la version 2.0 de la gouvernance Trump, on nous a habitués à des mouvements très rapides et des changements très rapides, un peu qu'on avait plus ou moins vu sur le radar. Donc, je fais référence notamment à la capture de Nicolás Maduro. Ensuite, on a eu, ça a commencé à chauffer avec Cuba. Là, certains pensent que le régime pourrait tomber dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Et bon, on sentait qu'il y avait de l'animosité au niveau de l'Iran parce que, bon, il y avait des négociations qui tournaient un peu en rond selon plusieurs. Et bon, la table avait été mise dans les derniers mois avec ce qu'on appelait là, l'opération Rising Lion, là, c'est-à-dire les frappes qu'avaient faites les Américains et les Israéliens sur les sites là, où supposément l'Iran faisait de l'enrichissement d'uranium pour développer l'arme nucléaire. Et mais on s'attendait en fait à uniquement des espèces d'opérations éclairs comme celle-là. On s'attendait pas, je pense, pour la plupart des gens, à ce qui est une espèce d'embrasement. Et ce qui m'a surpris le plus là-dedans, je te dirais, c'est la réponse, j'ai envie de dire quasi hystérique de l'Iran elle-même qui s'est mis à tirer sur tout le monde et même des missiles qui ont été envoyés envers Chypre, envers ils ont même essayé de viser le Burj Khalifa aux Émirats arabes unis, à Dubaï. Là, et à un moment donné, on se demandait en fait qu'est-ce que ça donnait un peu les signes d'un régime un peu... L'aéroport, le Qatar, justement, ben, tout le monde, ça, c'est comme d'une certaine façon un pays qui, c'est comme il est en train de tomber, puis là, il veut entraîner tout le monde dans sa chute finalement. Oui, et puis en fait, je suis surpris de voir à quel point ce pays-là est isolé politiquement. Là. Bon, au sein du monde musulman, on comprend pourquoi. Là, le fameux clivage entre les chiites et les sunnites semble assez insurmontable de ce point de vue-là. En fait, ça peut paraître un peu ésotérique pour les gens qui vivent en Amérique du Nord, mais il y a des gens qui peut-être intuitivement pensaient que des pays comme l'Arabie Saoudite ou le Oman ou le Bahreïn ou tout ça, ça aurait été plutôt aligné vers un pays comme l'Iran. Or, c'est pas du tout le cas. Là. Ils sont isolés plus que jamais.
Maintenant, il y a des pays isolés qui... puis quand je dis isolés, ils se sont à la fois... Ils ont été à la fois laissés pour compte par des puissances qu'on aurait pu penser qui auraient eu intérêt à tirer leur épingle du jeu là-dedans, notamment les Russes. Mais je pense que les Russes en ont assez pour leur pain avec ce qui se passe en Ukraine. Et les Chinois aussi se sont montrés quand même très discrets. En fait, je pense que même la Chine a plutôt intérêt à ce que le détroit d'Ormuz ne se referme pas et reste le plus navigable possible, puis que ça revienne plutôt. Donc, eux, ils n'ont pas du tout intérêt à aller jouer là-dedans. Donc, Donc, on si se on retrouve avec suit une ça, puissance. si on suit ton raisonnement, d'une certaine façon, ce que les Chinois espèrent, c'est justement que le régime tombe le plus vite possible pour que la circulation retombe le plus vite possible, finalement. Ouais. Ben, je pense que c'est un régime que, en fait, peu de gens veulent voir se perpétuer, à commencer par les Iraniens eux-mêmes. Par contre, tu sais, je trouve qu'il y a comme un peu une version, ça c'est mon analyse un peu à froid de la situation. Je ne suis pas un expert de l'Iran, mais de ce que j'en sais, pour en avoir lu quand même un peu là-bas, on a tendance à penser que l'espèce de parenthèse du régime du Shah, donc c'est-à-dire ce qui avait lieu avant le, la révolution des Mollahs en 1979, donc la révolution islamique, on a tendance à penser que ça, c'était comme la culture de base du peuple iranien. Or, c'est pas du tout ça. En fait, la révolution du Shah d'Iran, ça a été une occidentalisation un peu forcée de l'Iran, avec on a amené des mœurs plus libérales là-bas. Est-ce qu'il y a une génération d'Iraniens qui a connu ça, plus vieille, qui est un peu nostalgique de cette époque-là, certes, mais je pense que c'est un peu surfait, cette image-là, par la diaspora iranienne qui est... c'est toujours ça un peu la difficulté. C'est quand le régime cubain est menacé, les Cubains de Miami sont très contents, mais est-ce que les Cubains locaux le sont autant? C'est toujours la question que je me pose. Et donc, si le régime iranien tombe, moi, j'estime qu'il y a beaucoup plus de chances qu'il soit remplacé par une espèce de régime crypto-islamiste ou officiel, très semblable à celui qui existe en ce moment, mais peut-être avec quelques variantes, plutôt que de l'espèce de mythologie qu'on réintroduirait l'Iran tel que France Culture nous la présentait en 1979 là, dans des archives télé où on voyait des femmes se promener en jupe et en... ça, je pense que c'est plutôt ça qui est une parenthèse de l'histoire de l'Iran plutôt que ce qu'ils vivent actuellement. C'est-à-dire que tous les pays, en fait, qui grosso modo étaient dans l'ancien empire perse ou dans l'ancien empire ottoman, ce sont des pays qui n'ont pas de culture démocratique. On ce peut sont sortir des pays... Xerxès de sa tombe, là, puis essayer de chercher. Non, c'est ça, mais je pense que c'est vraiment... Il y a des vidéos, justement, des memes de... sur les réseaux sociaux là, du film 300, là, où est-ce qu'on voit l'Empire perse. À quel référent pouvons-nous nous attacher pour essayer de trouver un régime qui pourrait être au moins l'allié de l'Occident, finalement? Non, c'est ça. Et je pense que beaucoup de gens mettent de l'espoir dans finalement le fils du chat. Là, mais je crois pas vraiment à ce scénario-là. D'ailleurs, on ne sait pas trop qu'est-ce qu'il voudrait faire du pays. Est-ce que le but, c'est d'en refaire une espèce de monarchie? Qui choisit prend pire d'une certaine manière dans cette affaire-là? C'est qu'on a affaire à un régime tyrannique, clairement. Mais est-ce que les bases sont mises pour autre chose que ça? J'en doute vraiment. Là. J'en doute vraiment. On n'est pas dans une. C'est pas comme si on était au Maroc ou en Tunisie ou dans des pays musulmans qui sont beaucoup plus. Qui ont été libéralisés beaucoup plus. J'ai été au Maroc à l'automne 2025, puis on voit des femmes qui n'ont pas du tout de voile, on voit des femmes en costume de bain, on voit. C'est une société qui, malgré qu'il y a un aspect très, très traditionnel, ça n'a rien à voir avec avec ce que les femmes peuvent vivre en Iran. Là. Donc, en fait, c'était un peu drôle, c'est il y avait presque moins de voiles à Marrakech que dans certaines grandes villes occidentales. Là. Donc, c'est un peu ça le paradoxe. Là. Mais c'est ça, je ne crois pas du tout, pour conclure là-dessus, je suis assez dubitatif. Je pense que l'administration Trump joue beaucoup là-dessus, au sens où les Américains, oui, ils vont supporter des opérations éclairs, ils ne se feront pas trop de sang-froid avec ça, là, mais
Je pense que si le conflit s'éternise, si, comme c'est le cas en ce moment, il y a un prix, il le paie sur le prix à la pompe lourdement. Bon, là, ça a un peu baissé au moment où on enregistre, mais je ne sais pas où ça va en être dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Et surtout, les vies des militaires. J'ai vu qu'on était, je pense, au moment où on se parle, toi et moi, je pense qu'on est au 7e militaire américain qui perd la vie. Il ne faudra pas qu'il en meure 100, parce que je pense que là, le peu d'appétit qu'il y a dans la population américaine pour ça, il faut comprendre, il n'y a pas eu de build-up comme ça a eu lieu avec le 11 septembre, là, où les scores de popularité de George Bush caracolaient dans les 80 %. Là. Vous pouvez retrouver ça sur Internet. Au lendemain du 11 septembre, c'est des taux d'approbation quasi soviétiques là, que George Bush avait, autant démocrate que républicain. Il y avait comme l'union sacrée autour du drapeau. On supporte le président. L'Amérique a été attaquée. Là, il se trouve que l'Amérique n'a pas été attaquée. Et un peu tout le monde se demande qu'est-ce que fout le président en ce moment. Là. Donc, selon toi, un scénario plausible et auquel on pourrait souhaiter, est-ce que ça pourrait être un peu comme ce qui s'est passé en Égypte avec justement la chute des frères musulmans et la récupération de l'armée finalement? Là? Est-ce que ce serait l'armée qui pourrait être on pourrait dire l'institution iranienne qui pourrait prendre le relais? Ben, il y a une Une chose qui armée est des sûre. armées, là, on s'entend. Ouais, c'est ça, l'armée des. Ben, il y a une chose qui est sûre, c'est que les changements de régime par l'intervention militaire, on n'a pas énormément d'exemples de réussite de ça. À part peut-être le cas de la Serbie, là, Mais où l'Égypte, on a avec le vu. général Sissi, ça s'est bien passé, mais il faut dire que dans le fond, c'était un retour à la normale parce que c'était l'armée avant justement le printemps C'est ça, arabe qui était, disons, c'est ça. Mais si on l'institution la plus pense à. importante. C'est ça, mais si on fait le tour et on se dit, bon, Kadhafi, Saddam Hussein, le régime en Afghanistan, tous les renversements qui ont été tentés en Amérique du Sud, euh, les règles générales, mais en même temps, on a les contre-exemples aussi, comme je disais, avec Milosevic ou encore avec l'Allemagne de la Deuxième Guerre mondiale, où on a toujours un peu ces points-là en tête, où on se dit, mais si on avait est-ce que si on vivait en 1945, 44, est-ce qu'on aurait encore des gens pour nous dire qu'il ne faut pas intervenir, que c'est pas notre guerre, que puis là, tu sais, on ne sait pas ce que. C'est facile avec la rétrospective de dire ça, c'était une mauvaise intervention, ça, c'en était une bonne. Euh, c'est l'avenir qui va nous le dire. Là. Comme au Venezuela, on est loin d'être certain qu'il va y avoir un vrai changement de régime et que c'est pas juste on a fait sauter la tête, puis la personne qui prend la place va dire ah, OK, parfait, on va extraire un peu plus de pétrole, on va vous en vendre, puis on va collaborer un petit peu plus avec le régime américain pour acheter la paix. Mais est-ce que les Vénézuéliens du quotidien vont l'avoir plus facile, vont avoir une meilleure vie, vont se taper, ça va revenir à ce que c'était le Venezuela pré-Chavez? Ça, c'est loin d'être gagné. Parce qu'il faut comprendre que imaginez, là, imaginez, on est dans une démocratie au Québec, dans un système de démocratie parlementaire, et lorsqu'un parti prend le pouvoir, même après 2 mandats majoritaires, ils ont à peine été capables de modifier quelques trucs, de changer quelques lois, de faire le ménage un petit peu dans ce qui sont les mandarins de l'État. Donc, imaginez dans des régimes comme ceux-là, comment, quand ça fait depuis 1979 que ces gens-là sont aux commandes de l'appareil d'État, comment chaque institution, comment chaque branche de l'État a été gangrénée par ces gens-là. Donc, ce que je veux dire, c'est que peu importe qui vous allez mettre, je ne sais pas c'est quoi les institutions qui ont là-bas, mais je ne connais pas assez l'Iran, mais il y a fort à parier que peu importe s'ils ont une banque centrale, elle est contrôlée par ces gens-là, s'ils ont un système de justice, peu importe les niveaux de cours, il est contrôlé par ces gens-là. Donc, le risque, c'est de mettre un peu quelqu'un qui est là avec un espèce de paravent démocratique, mais derrière, toutes les institutions demeurent noyautées par l'ancien régime. Oui, on le sait. Justement, j'ai une thèse liée à l'histoire du Québec où est-ce que Exact. j'essaie de peut-être montrer comment même la Révolution tranquille n'a pas été si révolutionnaire que ça. Il y a beaucoup d'éléments du régime précédent qui ont perduré, même jusqu'à nos jours. On pourrait aller loin. Donc, finalement, une révolution, c'est très difficile à faire, même. Est-ce que c'est possible? Ça, c'est une question aussi.
Ben, c'est pour ça qu'elles sont généralement violentes lorsqu'elles sont de vraies révolutions. Là. Si on regarde l'histoire de la révolution russe, c'est pas pour rien qu'ils ont amené toute la famille Romanov se faire exécuter, là. Y compris les enfants. C'est qu'ils savaient que s'ils laissaient la porte ouverte, il suffisait d'une révolte pour réinstaurer l'ancien régime d'une certaine manière. Donc, c'est un peu le cas de la révolution. Toutes les révolutions que, tu sais, c'est un peu une espèce d'exception, là, l'histoire du Québec là-dedans, une genre de révolution où il n'y a pas personne qui est envoyé en prison, il n'y a pas d'exécution, il n'y a pas il y a pas de chasse aux sorcières politiques. Ça, c'est plutôt. Mais est-ce que ça prouve justement le fait qu'il n'y a pas eu de sang SANG qui a coulé? Est-ce que ça montre que finalement, il n'y avait peut-être pas une si grande rupture que ça? Ben non, il n'y avait pas une grande rupture. C'est parce que tous les nouveaux régimes, entre guillemets, ont tendance à tirer un trait sur le passé en disant ça, c'était la période obscure, nous, on est maintenant à la lumière. Mais la réalité, c'est que il y a une bonne partie des choses qui ont été mises de l'avant par à l'époque de la Révolution tranquille, qui étaient déjà un peu dans les cartons de la gouvernance du Plessis, là, qu'on pense au barrage, qu'on pense à plusieurs grands projets. C'est pas, on a un peu une vision fantasmée de ce passé-là. Mais si on va voir ce que c'était comme tel, oui, il y a eu des changements, mais est-ce que c'est vraiment une révolution à proprement parler? On l'a appelé comme ça, mais je pense pas que c'en est une. Non, c'est ça. Puis bon, aujourd'hui, on peut voir là, encore cette question du rôle de l'État et tout ça. Puis d'une certaine façon, c'est l'incapacité à faire des réformes qui peut-être qui amènent éventuellement à faire une révolution. Puis au Québec, on est pas un peu à ce moment-là dans cette séquence historique, dirait Mathieu Bocoté. La séquence actuelle ne nous rappelle-t-elle pas celle où justement l'Église dans les années 50. Là, elle croulait, elle avait la responsabilité de l'éducation, des soins de santé et tout ça. Et disons, l'amélioration des techniques médicales, la technologie, les pratiques, les soins, les standards étaient devenaient évoluaient de manière très rapide. Et d'une certaine façon, au niveau des soins de santé et de l'éducation, l'Église s'est ramassée à avoir un paquet d'institutions, mais elle n'arrivait plus à répondre aux besoins. Et éventuellement, bon, on est passé par l'étatisme pour pouvoir donner un coup, un bond en avant, auraient dit certains, vers cette modernisation, comme on l'appelait à l'époque. Est-ce que l'État québécois actuellement est un peu à la même croisée des chemins que l'Église pouvait l'être dans les années 50-60, selon toi? Ben, en tout cas, il y a une chose qui est C'est ce que sûre. Bernard Drinville disait cette semaine, par exemple, dans une Oui, entrevue oui, oui. à Morel Live. Là. Dominique Morel, Oui. il parlait justement que l'État il doit être réformé parce que ça ne tient plus. Ben là, c'est le point tournant, je pense, de la candidature de Drainville, nonobstant, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne croient pas à ce qu'il dit, puis bon, il y aurait une forme d'opportunisme chez lui là-dedans. Je ne sais pas si je partage à 100% cette thèse-là, au sens où est-ce qu'il y a de l'opportunisme politique? Il y a toujours de l'opportunisme politique, peu importe le contexte. Là. Les gens, ils ne vont pas prendre des chemins en sachant que ces chemins-là les amènent vers la défaite. Ils vont prendre le chemin qu'ils pensent qu'il peut les amener vers la réussite, vers la victoire. Mais tout ça pour dire que ce qui est intéressant chez lui, c'est que je pense que là, on a affaire à quelqu'un qui a cru réellement, profondément au modèle, qui en a expérimenté lui-même la gouvernance et ses limites, et qui s'est comme un peu rendu à l'évidence qu'il était irréformable, euh, à moins d'aller jouer sur des éléments fondamentaux. Là. C'est-à-dire que depuis 1995 à peu près, là, où la sortie du débat référendaire au Québec, qu'on a commencé à plutôt se concentrer sur de la politique domestique. Là. Finalement, on s'est dit, ben là, le référendum ne fonctionne pas, donc il va falloir gérer la province à un moment donné, il va falloir faire quelque chose de la société. Mais depuis ce temps-là, le débat, essentiellement, c'était quoi? Hormis une petite minorité de gens incarnés par des Pierre Lemieux ou des Pierre Desrochers ou des Michel Kelly-Gagnon, des gens qu'on disait des libertariens à l'époque, Martin Mall, c'est une autre époque. Le consensus québécois, essentiellement, c'était de dire, ben, il suffit d'élire les bonnes personnes, faire les bonnes lois, puis ça va fonctionner.
Donc, il suffit d'élire le bon. On a un bon candidat, lui, il va être un bon ministre de la Santé. Il y a une bonne loi de près, là, puis ça va tout changer. Et là, je pense que on est arrivé au bout du chemin de cette logique-là et de plus en plus de gens, en fait, à part Québec solidaire, qui maintenant est confiné quasiment au rôle de groupuscule là, dans les intentions de vote, il y a pratiquement personne qui n'a pas au moins intégré un élément dans son discours qu'il y a un problème avec le modèle québécois, qu'on est comme arrivé à la limite de ça. Et c'est un peu incarné par divers projets dont on nous parle depuis 15 ans, 20 ans, mais qui finissent jamais par se faire. On pense à Québec au tramway, on pense à Montréal à l'extension des lignes de métro, on pense au fameux projet de troisième lien entre Québec et Lévis. Qu'on soit pour ou contre ces projets-là, je pense que tout le monde intuitivement, là, sans trop y penser, ressent un peu l'idée qui est la suivante, c'est-à-dire, hey, si on était en 1960, ça ferait longtemps que tout ça serait fait. Ça fait longtemps que le dossier serait clos, puis il aurait construit le pont, il aurait fait le tram. Puis tu sais, qu'on soit pour ou contre, quand il était question de faire le métro à Montréal avec le maire Drapeau, ils ont fait le métro. Ils l'ont fait. Et là, on a comme l'impression qu'on est arrivé, on a comme franchi le Rubicon au sens où le modèle est tellement sclérosé et encrouté que peu importe si on est de gauche, de droite, souverainiste, fédéraliste, il n'y a plus rien qui se fait, en fait, là. Le gouvernement en place avait promis des places en garderie, il n'en a pas livré. Il avait promis des places, rappelle-toi que tous les enfants devaient commencer l'école à partir de 4 ans maintenant. C'était un engagement de François Legault. Les maternelles 4 ans, je ne sais pas ce qui en est devenu de ça, mais à ma connaissance, les enfants ne commencent pas l'école plus tôt qu'ils le commençaient. On promettait des médecins de famille à tout le monde, ça n'a pas fonctionné. En fait, il n'y a à peu près rien qui fonctionne, hormis des politiques je te dirais, de surface au sens où, pas au sens où c'est pas important, mais au sens où ça bouleverse pas trop l'ordre économique puis le statu quo en place. Là, par exemple, des politiques de langue puis ce genre de choses-là. Là, ça, on arrive encore à les faire. Mais pour combien de temps, j'ai envie de te dire? Parce que pour tout le reste, la société semble scléroser, mais à un point qui est devenu inquiétant. Là. Dans la région de Québec, parce que c'est le coin que je connais le plus, ils ont commencé à construire un hôpital qui est l'extension de l'hôpital L'Enfant Jésus. Je pense que ça fait 10 ans qu'ils sont en train de la construire. On passe à côté de les gens qui passent dans ce secteur-là. Il y a plusieurs phases, là, mais ouais. C'est ça. Ben là, c'est phase après phase après phase. Puis là, les gens se disent, ben, c'est-tu normal? Ça prend 10 ans ou 15 ans à construire un hôpital. C'est normalement, il me semble que OK, les plans sont faits, on fait un appel d'offres, puis ça devrait prendre, je sais pas, là, du moment que tu acquiers le terrain à l'inauguration, peut-être 2, 3 ans, pas 8 ans ou 10 ans. Là. Je pense que les gens ressentent que, en fait, on pense à ce qu'on s'est fait enseigner à l'école. Ah, la nationalisation de l'électricité. Après ça, on a fait la baie James, on a fait la Manic, on a, tous les grands projets. Puis là, on se dit, mais aujourd'hui, si on entamait ce genre de projet-là, on en aurait pourquoi 40 ans? Et là, il y a encore des politiciens qui viennent devant l'électorat et disent, écoutez, ce qu'on va faire, nous, c'est un TGV entre Québec et Windsor, ou Québec et Toronto. Mais l'échéancier pour ça, c'est quoi? C'est 50 ans? C'est un peu ça, je pense. Puis ça, c'est tout ça, c'est cet échec-là qui fait que les gens, de plus en plus, ben, sont désabusés, croient plus en la politique, se disent qu'ils sont tous pareils, c'est des menteurs, parce qu'ils se rendent compte qu'on leur promet des choses. Écoute, je voyais encore un segment vidéo qui circulait sur Internet dans les derniers jours où on voyait Régis Labaume qui parlait de transport dans la région de Québec avec les mêmes affaires qu'on parlait avec les mêmes choses dont on parle aujourd'hui. Tu te dis, ben, son successeur a eu le temps de se faire élire 2 fois depuis ce temps-là. Et il n'y a toujours rien de fait. Puis juste, je pourrais continuer la liste comme ça, penser à l'élection de 2015 au Canada. Ça fait plus de 10 ans maintenant, où un des engagements forts des libéraux, c'était de repeindre et de retaper le pont de Québec. J'ai pas besoin de vous faire un dessin, ça n'a toujours pas été fait 11 ans plus tard. Il y avait toujours, le projet, si on se rappelle aussi précédemment, il y avait l'illumination du pont de Québec qui finalement avait été un flop. Donc, même quand on vient à bout d'un projet, c'est pas nécessairement pour rayonner. Et ça, c'est un peu... Non, puis c'est un peu dramatique parce que je pense que ce que ça va créer au sein de la population, c'est... je pense qu'on est déjà là, c'est que les gens ne croient absolument plus à rien de ce que les politiciens disent.
et ils cherchent à voter pour le moins pire selon leur perception du moment. En général, la personne qui connaissent le moins et qui a accumulé le moins de casseroles. Euh, on pourrait parler des sondages plus récents, mais c'est un peu ça. Là. Et aussi, bon, pour faire un pont, par exemple, avec l'immigration, on a vu cette vidéo là, qui est sortie, qui a fait même le tour du monde, là. Les différentes forces anti-immigration de masse ou anti-immigration tout court ont sauté sur ce vidéo partout dans le monde, mais justement, on voyait le commentaire de PSPP, là, de Paul Saint-Pierre Plamondon, le chef du Parti québécois, qui essayait de trouver à l'intérieur de ça une espèce d'incongruité, c'est-à-dire qu'il y a une contradiction entre l'immigration de masse et disons, la survie de l'État-providence. Donc, il opposait les deux. Il disait, soit vous aurez l'immigration de masse et l'État-providence ne pourra plus répondre à la demande, ou soit vous aurez un État, on doit protéger l'État-providence en régulant d'une manière assez drastique disons, l'immigration de Mars. Mais juste pour me corriger, là, c'est pas nécessairement en rapport, disons que c'est en rapport direct, c'était plutôt par rapport à la décision de la Cour suprême là, qui permettait Ouais. bon. Mais il y avait comme une espèce de chambre d'écho où est-ce que ces nouvelles-là étaient mises ensemble. Je pense qu'il y a... Comment est-ce que vous voyez ça, vous? Est-ce que c'est contradictoire, l'immigration de masse, avec la survie de l'État-providence? Et s'il faut en sauver un, lequel doit-on sauver, finalement? Ben, en fait, c'est que je pense que son analyse est une analyse de très court terme s'il voit les choses ainsi, parce qu'à mon avis, puis je suis d'accord, j'ai écouté l'entrevue que vous avez faite avec les deux podcasters du Bunker, et c'est une analyse que je partage. On pourrait s'obstiner sur des virgules, là, mais essentiellement, c'est ce qu'ils expliquent là, dans ça, si je le redis dans mes mots, c'est que c'est pas que l'État-providence existe où il y a de l'immigration, c'est l'État-providence. En fait, le système de l'État-providence, c'est un schème de Ponzi. Et dans un schème de Ponzi, en fait, on a besoin de ce qu'on appelle en bon français un ex-sucker. C'est-à-dire que vous avez besoin qu'il y ait quelqu'un en dessous pour ramener les ressources en haut. Et le problème du Québec, c'est comme plusieurs sociétés, en fait, comme pratiquement toutes les sociétés occidentales, c'est qu'on a une démographie inversée. Donc, on a une masse de personnes âgées. Parce que c'est ça la réalité du modèle québécois. C'est qu'à l'époque où ça a été pensé, à l'époque où on a mis tout ça de l'avant, on avait une natalité très dynamique. On avait une génération de baby boomers jeunes qui étaient prêts à prendre le marché du travail. Ils étaient plus nombreux que leurs prédécesseurs et ils avaient encore dans leur valeur de faire beaucoup d'enfants. Mais tout ça, ça s'est un peu effondré progressivement. On a vu après ça la multiplication des divorces, des familles enfants uniques, voire des familles sans enfants. Bon, c'est tout ça est devenu la nouvelle réalité, mais ils n'ont pas cessé d'être nombreux. En fait, ils sont nombreux et maintenant, ils font partie de la génération qui demande des services. Ils veulent se faire soigner à l'hôpital, ils veulent se faire soigner au CHSLD, ils veulent avoir des gens qui leur servent le café quand ils vont prendre leur café au Tim Hortons le dimanche matin. Ils veulent avoir du service un peu partout et ils ont pris leur retraite très tôt. Et pour ça, qu'est-ce que ça prend? En fait, dans un monde idéal, ça prendrait une démographie dynamique avec un taux de natalité élevé. Le problème, c'est qu'on ne l'a pas. Et donc, pour maintenir les services à la population, ben, vous avez besoin de main-d'œuvre. Vous avez besoin de faire venir des forces vives qui vont contribuer à la cagnotte pour que ça continue. Donc, je pense que la vision de PSPP est un peu inverse à celle de la réalité, au sens où, à très court terme, c'est vrai que tu regardes ça et tu te dis, ben là, on n'a plus de place en CPE, il y a des gens qui viennent, ils prennent les places des Québécois, OK, fine, mais c'est aussi des gens qui, si vous faites le tour des garderies, là, vous regarderez le nombre de garderies, que quand tu regardes sur le nom du responsable, c'est un nom qui n'est pas du tout québécois, là. Donc, c'est des noms de Madame Maghrébine, là, un peu partout dans les garderies en milieu familial. Donc, la réalité, c'est plutôt elle. Et le problème qu'on a, c'est qu'on a une vue à... Moi, en fait, j'aurais plutôt envie de dire à PSPP, c'est que le problème, c'est que si tu veux plus d'immigration, en fait, il va falloir que tu revoies de fond en comble la mission de l'État québécois.
C'est-à-dire, s'il n'y a pas de natalité dynamique, puis on n'a pas d'apport de population supplémentaire, on va vivre une décroissance démographique. D'ailleurs, la presse nous apprenait cette semaine qu'il y a désormais plus de morts que de naissances au Québec. Et donc, ça, là, ça veut dire, c'est comme Elon Musk disait, quand tu arrives au stade où tu vends plus de couches pour personnes âgées que pour bébés, mais c'est le début de la fin, c'est le début du déclin de ta société. Donc, est-ce qu'on veut gérer le déclin entre nous avec un État plus petit ou est-ce qu'on veut essayer de maintenir une certaine forme de dynamisme avec l'inconvénient que ça pose pour une partie de la population d'avoir de l'intrant étranger, c'est-à-dire d'avoir des immigrants? Ça, après ça, on peut voter là-dessus, on peut faire un référendum là-dessus. Je ne sais pas ce que sera la conclusion que les gens en feront, mais je pense que c'est pas tout le monde qui réalise là, c'est quoi l'enjeu en ce moment, là. Non, puis est-ce que justement, ça serait pas. Parce qu'il pose, lui, il pose comme. Dans sa tête, c'est un dogme, c'est-à-dire que devant la nécessité d'une immigration très nombreuse, là, pour ne pas dire de masse, pour la survie de l'État québécois, ben lui, il va dire c'est impossible à court terme. Bon, il y a la question court terme, long terme, comme vous venez de dire, mais est-ce que c'est possible, justement, peut-être aussi, pour empêcher les frictions, il n'y aurait pas une troisième possibilité qui serait continuer avec une immigration importante qui permet la croissance démographique et économique, mais en même temps réduire l'État québécois, ce qui fait en sorte que un peu chaque nouvelle communauté doit lui-même se doter d'institutions, ce qui fait en sorte que le tissu commun se fait, disons, plus par la société civile. Et donc, l'État serait, dans ces circonstances, moins sous pression. Est-ce que c'est possible aussi? Et est-ce que ça serait souhaitable, justement, de réduire le plus possible l'État québécois Ouais. pour faciliter l'intégration et la construction d'une nouvelle société, quelque chose de un Québec qui pourrait éventuellement revenir à la santé d'une société. Ben, peut-être c'est possible, puis que ce serait la meilleure voie à suivre. Il y a une chose qui est sûre, c'est que le modèle du gros gouvernement, c'est un modèle qui, je pense, c'est un modèle qui, je pense, a déresponsabilisé ou désincité les gens à faire des familles puis à avoir une natalité prospère. Pourquoi? Parce que avant, les gens, par exemple, se disaient ben, quand je vais être vieux, je vais être malade, il faut que j'aie un fils ou une fille ou des enfants qui vont pouvoir s'occuper de moi, me garder à la maison, comme c'était le cas dans les familles canadiennes, françaises traditionnelles. On oublie ça, là, mais l'aîné ramassait la maison familiale puis il s'occupait des parents. Je sais, ça n'a pas toujours existé, là, les maisons de vieux. Là. On a comme oublié ça, mais du moment où on a dit que c'est pas grave, quand vous allez être âgé, l'État va vous prendre en charge. Quand vous allez être malade, l'État va vous prendre en charge. Si vous avez des enfants, ben, l'État va les prendre en charge aussi. On va les amener dans des garderies d'État, on va les éduquer. Ben, tout ça, ça fait quoi? Ça réduit la nécessité d'avoir un entourage nombreux et d'avoir une espèce de filet social au sens immédiat, là, d'avoir une communauté finalement. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui va être très long, voire presque impossible à détricoter. Là. Quoique aujourd'hui, on le voit que finalement, c'était peut-être un mensonge, là, cette capacité de l'État à pallier ou remplacer même les familles. Là. On le voit pour les Ben oui, enfants, parce puis on le voit pour que les personnes âgées qui maintenant se font presque offrir souvent l'aide médicale à mourir ben parce oui. que c'est peut-être pire que ça, au sens où c'est même peut-être les personnes qui ne veulent pas et par peur du CHSLD qu'ils demandent l'euthanasie. Donc, on est Ben oui, vraiment parce rendu dans que un scénario cauchemar. Là, non? Ben oui, parce que si dans votre famille, par exemple, vous avez vos grands-parents, puis vous êtes une série de petits-enfants, puis tu dis, ben, il faut s'occuper de grand-papa, grand-maman. Ben, à l'ensemble des petits-enfants, peut-être qu'on peut s'occuper d'eux, leur payer des soins, puis tout ça. Mais ça, c'est comme imaginez que cette métaphore-là, elle concerne plutôt la société dans son ensemble. Ben, ça, c'était au début de la Révolution tranquille et du modèle québécois. Donc, on avait une famille nombreuse, plein de petits-enfants pour deux grands-parents. Mais aujourd'hui, en fait, on a 7, 8 paires de grands-parents pour deux petits-enfants, trois petits-enfants. Et là, on demande aux petits-enfants de s'occuper des 7, 8 paires de grands-parents qui sont en haut.
Donc, c'est ça la réalité de la pyramide démographique, c'est qu'il y a de moins en moins. En fait, je pense que c'est le Financial Post, il y a plusieurs années, où c'était Bloomberg, je ne me rappelle plus, qui illustrait ça en montrant, c'était comme des gens qui tirent une charrette, puis ils montraient la pyramide démographique, c'est que il y a de plus en plus de monde assis dans la charrette et de moins en moins de gens qui attirent. Et c'est à la fin, ben, la charrette est remplie de personnes âgées, puis il y a un jeune qui attire seul à lui seul. Ben, Puis tous les pays sont confrontés avec cette dynamique-là. C'est pour ça que même les leaders nationaux populistes qui se font élire, ou de droite, appelez ça comme vous voulez, qui promettent la fin de l'immigration ou la lutte à l'immigration illégale ou tout ce que vous voulez, ils finissent toujours par en avoir pareil parce qu'on leur dit quand ils prennent le bureau, écoutez, Monsieur le Président ou Madame la Première ministre ou peu importe, si on met fin à ça puis on fait des moratoires ou ce genre de choses-là, il est très possible que ça s'effondre. Parce que il faut qu'il y ait des gens pour travailler dans les hôpitaux, pour les nourrir, pour les laver, pour enseigner aux enfants. Faites juste prendre l'exemple des CPE dont on parle dans les derniers temps. Trouvez-vous que c'est normal que la natalité n'a jamais été aussi basse au Québec, mais on a l'impression que c'est comme s'il y avait un baby boom incroyable parce qu'il n'y a pas de place nulle part? Donc, moi, j'essaie de comprendre, là, c'est quoi le problème. Là. Il n'y a jamais eu aussi peu d'enfants. Les gens ne font plus d'enfants. Les taux de natalité sont même en dessous de 1 sur l'île de Montréal. Mais on nous dit qu'il n'y a pas de place en CPE, il n'y a pas de place en garderie. Comment est-il possible qu'il y ait autant pas de place nulle part alors qu'il n'y a jamais eu aussi peu d'enfants? Même chose avec les écoles. Ben là, c'est le système qui est en train de se détraquer. Là. Le système, en fait, il fonctionnait mieux à l'époque où il y avait plus d'enfants. C'est ça que je comprends. Donc, en 1990, en 2000, lorsque le taux de natalité était un peu plus élevé, on entendait moins parler de ça, mais on dirait que plus le taux de natalité baisse, moins il y a de place en garderie, moins il y a de place dans les écoles, plus on manque de profs. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas là, dans le système. Là. Le système est malade. Et là, il va falloir faire quelque chose parce qu'en fait, tous ces indicateurs-là n'incitent pas non plus les gens à dire ben, je voudrais fonder une famille. Là. Parce que tu te dis, ben, écoute, mon enfant, il va-tu avoir un professeur? Il va-tu pouvoir avoir une place en garderie? Comment ça fonctionne? On dirait que tout est paralysé dans la société. Tu sais, ça fait combien de temps qu'on parle de ça, les places en garderie? Ça doit faire au moins 10 ans que c'est devenu un sujet, peut-être 8 ans, un sujet politique là, qui est récurrent. Qu'est-ce qui a été fait pour ça? Mais là, au moins, les personnes qui ont le statut de réfugiés vont pouvoir, comme tout le monde, être dans la liste d'attente. Finalement, c'est ça qu'on retient, des espèces de contradictions. Donc, peut-être, est-ce que la morale, entre guillemets, de tout ce qu'on a dit, est-ce que c'est pas justement de l'incapacité du modèle à se réformer, c'est ce qui est vrai, c'est ce qui est le plus dangereux, finalement. C'est cette volonté de tout sacrifier pour sauver, entre guillemets, à tout le moins l'apparence du modèle québécois. Ce refus-là, hein, presque dogmatique, presque religieux, d'une façon, nous empêche de réfléchir à ce qui pourrait éventuellement être des solutions pour le bien-être de la solution, le bien-être de la société. Je pense que oui. Moi, je trouve inadmissible qu'en 2026, il y a des gens qui sont plus préoccupés par aider le modèle québécois qu'aider les Québécois eux-mêmes. Il me semble que quand quelque chose ne fonctionne pas et que les gens n'ont pas le service auquel ils ont payé, on devrait penser à des solutions alternatives. Et les gens, on dirait que c'est pas tout le monde. Tout le monde a compris qu'on est arrivé au bout de l'aventure, mais on dirait que c'est pas tout le monde qui a fait le lien que ben, tout ce que le gouvernement gère, par définition, il doit contrôler les coûts. Et pour contrôler les coûts, il contrôle l'offre. Donc, l'offre ne peut jamais subvenir à la demande, puisque la demande, elle est potentiellement fluctuable ou potentiellement même infinie d'une certaine manière. Mais le gouvernement, lui, ses ressources sont limitées parce qu'il y a une limite à ce qui peut ponctionner chez les citoyens. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il rationne. Le rationnement, il se manifeste comment? Il se manifeste par la liste d'attente. Donc, c'est de plus en plus long avant d'avoir une chirurgie, c'est de plus en plus long avoir une place en garderie, c'est de plus en plus long avoir un service X, Y, Z. Mais là, la question, c'est pendant combien de temps on va endurer ça et pendant combien de temps les gens vont continuer de faire confiance à des politiciens qui n'auront pas le courage de remettre en question ce modèle-là. Parce que je pense que l'histoire du Québec est comme racontée toujours d'une manière où ici, on ne fait pas des grands changements. Ça revient un peu à la discussion qu'on avait au début. Ici, on ne fait pas des grands changements, des grandes révolutions. On fait ça tranquillement. Donc, je pense que les Québécois se bercent un peu de l'illusion que quelqu'un, à un moment donné, va arriver,
va régler ces problèmes-là, mais ça va se faire un peu sans qu'on s'en rende compte ou sans que ça brasse trop. La réalité, c'est que quand tu as un système en fin de vie comme le nôtre, à bien des égards, il n'y aura pas de changement qui va se faire en douceur, là. Il y aura forcément des changements qui vont créer un peu de chaos, qui vont amener à des manifestations, qui vont. Tu sais, ce qu'a proposé, par exemple, Bernard Drinville, là, de dire on ne peut plus se permettre d'avoir la permanence à vie des fonctionnaires, puis que quand on n'en a plus besoin, ils doivent être employés jusqu'à la fin des temps pareil. On n'a plus les moyens de payer ça. Bien, juste de soulever cette question-là, qui en soi amènerait pas à la refonte complète du modèle québécois du jour au lendemain, mais serait peut-être un pas dans la bonne direction. Écoute, ça lui a valu le fait d'être comparé à Trump. Les syndicats sont déjà prêts à lui faire la peau si advenant que c'était lui qui prenait les rênes du gouvernement. Euh, il n'y aura pas de changement sans brasse camarade. Ça me paraît évident, là. Ça me paraît évident, mais je pense que les gens ne l'ont pas encore accepté. Ils vivent encore dans l'idée que, ouais, mais ce qu'on voudrait, c'est un genre de monsieur Carney version québécoise, là, un monsieur calme avec le dos un peu courbé, puis qui a des beaux diplômes. Puis, tu sais, il va nous faire des réformes, là, mais sans qu'on s'en rende trop compte, ça va s'améliorer. Ouais, mais je pense que pour que ça s'améliore, c'est un peu la leçon de l'Argentine aussi, c'est que ça prend des changements quand même, sans dire radicaux, mais des changements profonds, là, des changements structurels. C'est pas en faisant une ou deux lois, puis en changeant le décor de l'Assemblée nationale qu'on va revirer ça de bord, là. Non, puis justement, dans le cas de l'Argentine, on se rend compte qu'on peut se bercer d'illusions assez longtemps, merci, avant que des véritables solutions politiques puissent émerger. Mais on va espérer que la particularité de notre époque, parce qu'on peut faire, chaque époque est originale, il y a des continuités, mais il y a de l'originalité. La question, justement, de la vision internationale, justement, de s'inspirer de ceux qui sont déjà passés par là, et aussi la connectivité qui est la nôtre, et les échanges des idées peuvent faire en sorte qu'on se sorte de nos bulles respectives, bulles nationales, et du roman national lié à l'État-providence. C'est un peu ce qu'on peut souhaiter. Et notamment dans cette logique, des podcasts comme Yann et Frank sont d'une profonde utilité. Donc, on invite bien évidemment nos auditeurs à aller s'abonner et même aller vous voir sur YouTube, votre chaîne Yann et Frank, et même le site de nouvelles pilulerouge.ca qui est relié à votre commentariat de l'actualité, qui se fait d'une manière profonde et même qui est de plus en plus reconnue. Bernard Drinville est allé justement vous accorder une entrevue à votre podcast. Donc, on voit que disons, les grandes tendances internationales des politiciens à aller voir les différents podcasteurs est en train de lentement mais sûrement émerger au Québec. Alors, on invite aussi nos auditeurs à aller voir cette entrevue que vous avez réalisée, Yann et Frank. C'est sur votre chaîne YouTube. Alors, François Fournier, merci beaucoup d'avoir été avec nous cette semaine. Vraiment un plaisir. Et on vous souhaite la meilleure des chances dans cette nouvelle étape de votre vie qui doit limiter vos heures de sommeil, j'imagine. Ouais, on essaie de s'en sortir. On essaie de s'en sortir. Merci, Francis. Et dans la deuxième partie de ce balado, j'ai la joie d'être en compagnie de Nicolas Gagnon. Nicolas, bonjour. Bonjour, ça va bien? Ça va très bien, et vous-même? Très merci. Nicolas Gagnon, vous êtes directeur pour le Québec de la Fédération canadienne des contribuables et collaborateur au Libre Podcast à peu près d'une manière mensuelle. Alors, vous vouliez nous parler, cette semaine, vous avez, comme d'habitude, plusieurs sujets là, qui vous touchent et auxquels vous voulez attirer notre attention, notamment le budget du Québec le 18 mars prochain. On va voir à quoi s'attendre. Peut-être que vous avez des prédictions. On a peut-être déjà des informations qui ont fuité. Alors, le budget de Girard, là, selon vous, comment est-ce qu'il peut aidera-t-il les contribuables, selon vous, Nicolas Gagnon?
Ben, malheureusement, je ne sais pas comment ça va vraiment aider les contribuables parce que, pour être honnête, il faut comment dire, qu'on limite nos attentes par rapport à ce qui va être présenté le 18 mars prochain par le ministre des Finances, Éric Girard. Faut dire que ça risque fort possiblement, si on se base sur les projections électorales, c'est peut-être le dernier budget de la CAQ et le dernier budget d'Éric Girard, mais on ne doit pas s'attendre non plus à des grands coups d'éclat pour autant. Même si normalement on s'y attendrait là, dans le contexte d'une année électorale. On est quand même à 6 mois du déclenchement des élections provinciales du Québec. Donc d'habitude, on a toujours, bref, ou plutôt je dirais traditionnellement au Québec, on a souvent eu comme on dit, là, soit des nananes ou des cadeaux électoraux qui étaient livrés dans le dernier budget. Là, apparemment, on doit même pas s'attendre à des baisses d'impôts, ce qui est assez surprenant. Pour plusieurs raisons. On sait très bien que l'état des finances publiques appelle surtout à de la rigueur et à la réduction des dépenses, puis surtout à ce qu'il y ait un effort qui soit réellement fait pour équilibrer les finances publiques, parce qu'il faut rappeler qu'on a un déficit de 12,4 milliards à résorber. Euh, mais d'un autre côté, il n'en reste que, il faut rappeler que la CAQ en 2022, quand ils ont été élus, ou plutôt réélus, ils promettaient une baisse d'impôt de 2,5 points de pourcentage sur les 2 premiers paliers d'imposition. Puis ils disaient que ça allait être échelonné sur une dizaine d'années. Donc le premier 1 point de pourcentage, il a bel et bien été livré en juillet 2023. Donc c'est fait, mais le 1,5 points qui reste, c'était supposé être livré en 2026 et 2032, à concurrence de 0,25 points de pourcentage par année pour donner donc 1,5 points. Donc, normalement, en fait, si la CAQ avait respecté son engagement initial, on s'attendrait à ce qu'il y ait une baisse d'impôt dans le budget qui va être livré la semaine prochaine. Malheureusement, on voit très bien que ça risque d'être une promesse brisée. J'y avais déjà fait référence par le passé en disant qu'il y avait un risque à ce que ce soit le cas. Maintenant, c'est confirmé. Ce qui est aussi dommage, par contre, c'est que on n'a pas vraiment l'impression qu'il va y avoir des mesures offertes autres que des mesures ciblées. C'est ce qui a déjà été mis de l'avant par Éric Girard. Donc, on parle de mesures pour soutenir l'économie dans un environnement incertain à cause de la guerre commerciale, à cause du conflit au Moyen-Orient avec l'Iran. Bref, c'est des événements qui amènent l'instabilité au niveau du marché et de l'économie comme telle. Mais bon, on s'attend donc à ce que ce soit des subventions, des formes de crédit, des crédits d'impôt, des mesures qui sont très ciblées et donc qui ne vont pas nécessairement là, être là pour tout le monde. Donc, tous les contribuables, quels qu'ils soient, vont malheureusement rester sur leur faim. Du moins, c'est ce qu'on présage là, pour le prochain budget. Oui, justement, pensez-vous que, parce qu'il y a Mark Carney, par exemple, qui lui a prétendu aider disons, la population canadienne en baissant certaines taxes au niveau bon, alimentaire. On se rappelle aussi des retours de TPS qui vont être donnés, bon, etc., pour les moins bien nantis. Donc, ça, c'est quelque chose de très bien. Mais on se rend compte aujourd'hui, ben, c'est la classe moyenne, disons, toutes les classes moyennes hautes, mais classes moyennes, moyennes et basses, qui sont les plus affectées par dont l'inflation et, bon, justement, éventuellement, les hausses de prix qui pourraient être dues à l'éventuellement augmentation des carburants et tout ça. Donc, selon vous, qu'est-ce qu'il devrait faire le gouvernement du Québec pour aider la classe moyenne qui n'en peut plus disons, à payer et qui a des fardeaux fiscaux les plus élevés là, en Amérique? Ben, c'est qu'en ce moment, on a l'impression qu'on impose au gouvernement de devoir choisir entre équilibrer ses finances publiques ou aider les ménages, aider les entreprises, aider essentiellement les Québécois à passer au travers des circonstances difficiles qui, on dirait, s'accumulent parce qu'on a quand même nettement l'impression que au cours des 6 dernières années, ça n'a pas été facile pour qui que ce soit. En fait, là, on se rappelle, il y a eu une pandémie, il y a eu la crise, la pire crise inflationniste des 40 dernières années. Après ça, on a eu la guerre en Ukraine qui provoque une hausse des prix du carburant. Puis après ça, c'est la guerre commerciale avec Trump. Maintenant, c'est une autre guerre à l'autre bout de la planète qui risque de provoquer comment dire, des troubles au niveau là, du coût de l'énergie. Donc, tout ça étant dit, on a des crises qui s'accumulent. Et de son côté, le gouvernement, lui, a accumulé des déficits massifs au cours des dernières années et il faut absolument qu'il règle la situation. Mais la réalité, c'est qu'on peut faire les deux. On peut à la fois marcher et mâcher de la gomme en même temps. Et dans le fond, ce qui est à préconiser dans ce cas-ci, c'est qu'il y a un véritable effort pour réduire les dépenses gouvernementales pour être en mesure de dégager une marge de manœuvre qui permet de réduire le déficit
et d'aider les contribuables. Donc, les deux sont possibles, ça s'est déjà fait. Par contre, au niveau de ce qui a été fait au fédéral, notamment Il y par a Mark Carney notamment dans son dernier Bernard discours. Drainville un peu qui prend cette optique-là là, en ce moment, justement à la CAQ. Peut-être que bon, l'élection du nouveau premier ministre, ben, celui qui deviendra chef de la CAQ et éventuellement premier ministre ou première ministre, bon, ça va leur début de mandat va succéder au budget, mais quand même, est-ce que ça pourrait aider à ce niveau-là si on avait un Bernard Drainville qui devenait premier ministre du Québec? C'est une bonne question parce que, Bernard Drinville serait élu le 12 avril, donc à peu près un mois, un peu moins d'un mois après le dépôt du budget. Donc, on sait par exemple que autant, madame Fréchette que monsieur Drainville ont pu apporter, comment dire, quelques éléments au budget. Apparemment, ils ont été consultés, les 2 pour être en mesure d'avoir un budget qui va, être plus facile à porter sur leurs épaules pour les mois qui vont suivre, j'imagine. Je dirais que l'approche de Bernard Drinville, ça semble effectivement être une approche de centre-droite économique. C'est celle qui, je pense, qui est de plus en plus défendue par un nombre assez important de partis politiques. Je veux dire, le centre-droite, avant, on pensait que c'était juste un parti politique au Québec. On disait que c'est la CAQ, finalement, ce l'était pas. Là, il y a le Parti québécois. On a des gens qui s'identifient de centre-droite. On a maintenant les principaux candidats à la CAQ. Il y a aussi le Parti libéral du Québec qui, tranquillement, on sent qu'ils s'en vont dans ces eaux-là. Et le PCQ qui a toujours été dans ces eaux-là. Donc, bref, on dirait que c'est une année où est-ce que le centre droit est rendu une sorte de mode, où est-ce que tout le monde peut de s'étiqueter de la sorte. Mais bon, ce qu'il faut quand même dire, c'est que s'étiqueter de centre-droite et livrer un véritable gouvernement de ce type-là, c'est deux affaires différentes. Et avec la CAQ, ben, il y a eu un échec monumental à tous les niveaux là-dessus. Il y a une perte de contrôle des finances publiques, une perte de contrôle sur la taille de la fonction publique, des subventions dans toutes les directions, sauf les bonnes. En fait, il n'y a pas vraiment de bonnes subventions, mais il n'en reste que dans leur cas, ça a été la filière électrique avec les multiples échecs. Bref, on pourrait en parler longuement, mais il n'en reste que de corriger 8 années de CAQ en 6 mois aux yeux de l'électorat puis aux yeux des contribuables. J'ai très hâte de voir quel genre de pirouette va être accomplie pour qu'on y arrive. Mais ceci étant dit, c'est vrai que la promesse ou du moins l'approche de Bernard Drinville est respectable en ce sens, c'est-à-dire que oui, il faut faire les 2. Et pour l'instant, la CAQ a fait un effort de réduction des effectifs. On parle de pas loin de 2000 postes coupés dans la fonction publique, du moins pour l'année en date, du 31 mars 2026. Donc, on va en avoir le cœur net lors du dépôt du budget la semaine prochaine. Mais on parle aussi d'un autre 3000 postes qui devraient être coupés dans l'ensemble de la fonction publique d'ici le 31 mars 2027. Donc, au total, c'est 5000 postes pour environ 375 millions de dollars d'économies annuelles en rémunération globale. Sauf que c'est insuffisant. On a quand même un déficit de 12,4 milliards. 375 millions de dollars récurrents, c'est beaucoup, on va se le dire, mais c'est pas suffisant pour faire un ménage complet. Et il va falloir donc faire des coupures beaucoup plus importantes pour être en mesure d'équilibrer les finances publiques rapidement. Parce que pour l'instant, la fenêtre que s'est donnée Éric Girard, c'est 5 ans. 5 ans pour équilibrer les finances publiques, c'est trop long pour plusieurs raisons. De un, il y a quand même des chances à ce que finalement, suite aux élections, suite aux conditions économiques qu'on connaît présentement, que ce déficit-là soit plus gros plus tard, surtout avec un changement de gouvernement. Et il y a aussi le fait qu'on a déjà eu une décote de la part de Standard Poor's l'année dernière, qui était la première en pas loin de 30 ans. C'est quand même pas en fait, c'est quand même une gifle là, qui a été donnée au gouvernement de la CAQ à ce moment-là, qui a pas mal retiré là, leur droit, si on veut, à se dire comme de centre droit. Mais il n'en reste que on veut pas accumuler d'autres, comment dire, downgrade, des décotes de crédit comme on l'a vu avec Standard Poor's, d'où le fait qu'il faut rapidement équilibrer les finances. Et finalement, oui, ben, je veux dire, les Québécois, on est encore les plus taxés en Amérique du Nord. On est les seuls à payer une taxe carbone. Il y a quand même beaucoup de choses qui peuvent être faites présentement. On y reviendra dans quelques instants d'ailleurs parce qu'il y a toute une situation qu'on peut noter par rapport au coût de l'énergie, au coût de l'essence, où est-ce qu'il y a des efforts qui pourraient être faits par le gouvernement pour réduire cette facture-là. Ça serait un premier pas dans la bonne direction. Mais pour l'instant, si on se base sur ce qui a été annoncé par le gouvernement de la CAQ, on ne doit pas s'attendre à grand-chose la semaine prochaine. Et c'est ce qui fait mal. Et c'est aussi ce qui pourrait créer toute une fenêtre d'opportunité pour tous les autres partis politiques à l'opposition qui pourront enfin faire peut-être une surenchère là-dessus et emmener leur piste de solution qui sera peut-être un peu plus crédible que le travail qui a été livré par M. Girard à ce jour.
Oui, parce que justement, le prix du gaz, là, il a drastiquement augmenté. Presque, on pourrait dire le blocage du détroit d'Ormuz dans le golfe Persique, là, ça accentue toutes les. Peut-être éventuellement une libération. Là, je crois que on ne sait pas trop ce qui se passe sur le terrain parce que de toute façon, la majorité du gaz qui passe par là s'en va vers la Chine. Puis on se demande justement si ce n'est pas un effet prévu de ralentir. Mais on sait que le marché du pétrole et du gaz naturel, c'est un marché mondial. Donc, même si les Chinois sont les premiers affectés, ça affecte tout le monde d'une certaine façon. Et même Donald Trump a dit que l'augmentation du baril de pétrole était un prix à payer, mais un faible coût à payer pour, disons, la bonté que représenterait la chute du régime iranien. Alors ça, c'est toutes des questions géopolitiques, mais plus concrètement au sens où on peut s'imaginer qu'à court et moyen terme, le prix de l'énergie continue à augmenter, ce qui peut être une bonne chose aussi pour le Canada, puisque on sait que le baril de pétrole, lorsqu'il est au-dessus de 100 devient beaucoup plus rentable parce que les sables bitumineux canadiens coûtent plus cher à raffiner, entre guillemets. Donc, on voit qu'on peut avoir des effets bénéfiques et négatifs de l'augmentation du prix du baril de pétrole. Mais selon vous, là, pour, disons, au jour le jour, c'est davantage à la pompe et pour le chauffage, le mazout et tout ça que ça nous affecte. Selon vous, qu'est-ce que vous voyez venir à ce niveau-là? Qu'est-ce que le gouvernement pourrait faire pour, disons, faciliter la vie des contribuables? Pour l'instant, à court, moyen, long terme, je vois surtout un effondrement de notre pouvoir d'achat, encore une fois, parce que veut pas, quand le prix de l'essence augmente aussi drastiquement de pas loin de 20 cents en quelques jours et qu'on se dit que c'est lié à une situation géopolitique qui échappe largement à notre contrôle, et qui, en fait, comme tous les enjeux géopolitiques, on va se dire, à moins que ça arrive directement en Amérique du Nord chez nous, on n'a pas vraiment de contrôle là-dessus. Mais il y a aussi le fait que ça nous rappelle justement les événements de 2022, où est-ce qu'on a vu à peu près la même chose avec l'invasion de l'Ukraine. Ça a provoqué, en fait, comment dire, des perturbations majeures au niveau des chaînes d'approvisionnement et au niveau des cours du pétrole. Faut dire par contre que c'était pas tout à fait le même enjeu, parce que dans le cas du détroit d'Ormuz, ça touche quand même pas loin de 20% du pétrole mondial en circulation qui passe par ce canal-là, donc par ce détroit-là, pardon. Donc, inévitablement, pour un produit mondialisé comme le pétrole, ça va avoir un impact assez lourd. Et maintenant, c'est à savoir combien de temps ça va prendre. Et on se doute avec les propos de Donald Trump, qui reste quand même le principal belligérant dans ce conflit-là. On doit s'attendre donc à ce que ça perdure. Donc maintenant, c'est quelles sont les stratégies. On parle de différentes stratégies qui sont mises de l'avant par les gouvernements, notamment en utilisant leurs réserves stratégiques pour être en mesure d'éviter un choc pétrolier, ou surtout un choc qui va être refilé aux automobilistes et à l'ensemble des composantes de leurs économies. Sauf que ces réserves pétrolières-là, c'est comme toute chose, elles sont limitées. Et donc, inévitablement, on va se faire rattraper si jamais le conflit ne prend pas fin. Mais pour venir à 2022, ce qui me choque le plus, c'est que, oui, on se rappelle de l'augmentation du prix. On n'avait pas vu des 2 le litre et même plus là, dans différentes régions du Québec. Mais je me souviens aussi du fait que le gouvernement du Québec n'avait absolument rien fait à l'époque pour aider les automobilistes québécois, contrairement à ce qui avait été fait dans plusieurs juridictions canadiennes, comme Terre-Neuve et Labrador, l'Ontario, le Manitoba et l'Alberta. Parce que à l'époque, on remonte quand même 4 ans en arrière, il y avait encore la taxe carbone fédérale. Et ça, on pouvait pas la réduire, on pouvait pas changer quoi que ce soit, ce mécanisme-là, parce que c'était imposé par Ottawa. Par contre, il y a toujours des taxes provinciales sur les carburants. Et ça, les provinces pouvaient effectivement les réduire. C'est ce qu'ils ont fait, ne serait-ce que temporairement. Dans le cas de l'Ontario, ils l'ont même fait de manière permanente. Et ça a été des suspensions qui ont duré de plus d'un an dans la plupart des cas. Et ça a eu un effet non négligeable. On parle d'une économie de plusieurs centaines de dollars par ménage grâce à une simple réduction d'environ 10 cents ou 8,5 cents dans le cas de l'Ontario par litre, pardon, dans le cas de Terre-Neuve. Donc, bref, ce sont vraiment des méthodes qui sont intéressantes, c'est-à-dire on va baisser la taxe sur l'essence. Et pourquoi c'est intéressant et pourquoi ça peut être même à coût quasi nul? C'est parce que le gouvernement, il profite largement de l'explosion des prix de l'essence de toute manière, à cause de toutes les taxes qui sont refilées. On a une taxe juste au Québec, on a une taxe provinciale sur les carburants, on a une taxe d'assises fédérale, on a également la TPS, la TVQ, on a une taxe carbone, on a même une taxe sur le transport en commun. Donc, tous les gouvernements, ils profitent de l'augmentation du prix de l'essence. Donc, de donner un répit, ne serait-ce que temporaire, sur une de ces taxes-là, ça n'empêche pas de continuer à récolter de l'argent via les autres taxes déjà imposées.
Mais bref, ça pour dire que le gouvernement du Québec n'avait rien fait en 2022 et là, ben, on est au Québec en 2026 où il y a pas de leadership, du moins, on n'a pas de premier ministre pour caller la shot, comme on dit par chez nous. Donc, on doit attendre peut-être le 12 avril à savoir qui va être élu. Et s'il y aura une mesure qui sera mise de l'avant, ne serait-ce que temporairement, puis sûrement à saveur électorale, on s'entend parce que là, on va être de plus en plus proche des élections, mais d'avoir peut-être un répit sur la taxe provinciale sur les carburants, même peut-être une suspension complète de la taxe carbone, ce qui serait intéressant, puisqu'il faut rappeler qu'au Québec, on est les seuls à la payer, mais malheureusement, pour l'instant, il n'y a aucun réflexe, ou du moins, il n'y a aucune forme de leadership en ce sens. On attend, puis on espère que la situation va se résorber d'elle-même, comme ça a été le cas en 2022, et c'est peut-être la pire stratégie à faire. Est-ce qu'il y aurait d'autres formes, disons, de taxes, selon vous, là, qui pourraient, bon, il y a la taxe, les taxes que vous avez énumérées s'appliquent finalement à toutes les autres, affectent l'ensemble des prix parce que tout ce qu'on consomme d'une certaine façon a passé par une forme ou une autre de transport. Donc, ça touche vraiment là, à la racine même de tout. Mais en même temps, est-ce qu'il y a d'autres formes de taxation ou même des aides qui pourraient être, là, je vous invite à peut-être faire œuvre d'imagination. Parlez-nous, Nicolas Gagnon, selon vous, qu'est-ce qui pourrait être fait là, par les gouvernements? Bon, on a mentionné la réduction des fonctionnaires et tout ça. Est-ce que des baisses d'impôts seraient quelque chose d'envisageable selon vous au niveau des contribuables ou des entreprises? On le sait, on a l'impression que c'est quelque chose d'impossible dans le prochain budget, mais qu'est-ce qui pourrait être fait pour en avoir éventuellement là, peut-être dans l'autre budget qui suivra par la suite? Ah ben, c'est une très bonne question, surtout que je pense pas que la situation va être réglée au niveau international ou local ou autre là, par rapport à la question du coût de la vie d'ici 1 an. Donc, c'est sûr et certain qu'on va pouvoir en parler longtemps. C'est sûr que, bon, pour aider les contribuables, à la base, j'ai toujours préconisé des baisses d'impôts à la source. Je pense que c'est toujours et ça a toujours été la meilleure façon de s'assurer que les gens conservent de l'argent dans leur poche à chaque talon de paye, plutôt que d'attendre à ce que le gouvernement leur verse une aide directe. On a vu ce que ça donnait au Québec, essentiellement, les aides directes avec l'envoi des différents chèques de 500, de 400 et 600 dollars, également à saveur électorale, et qui n'ont pas vraiment eu d'impact sur le pouvoir d'achat ni sur l'inflation. C'était pas mal kiff-kiff des deux côtés. Donc, il n'y a pas eu de, ça n'a pas vraiment eu l'impact désiré. Il faut se dire franchement, parce qu'à la fin de la journée, quand le coût de l'habitation a presque doublé au cours des dernières années, quand le coût du logement a presque augmenté de 50 un chèque de 500 ça éponge à peine dans certains cas, là, ne À ce serait-ce que niveau-là, l'augmentation justement, par exemple, les taxes bienvenues, tout ça, est-ce que vous êtes, je sais qu'il y a certains politiciens qui se sont prononcés en faveur d'une abolition presque, là, pour certains, dans certains cas, de la taxe bienvenue. Est-ce qu'il y a du travail à faire à ce niveau-là? Ben oui, il y a certainement un travail. Ben, en fait, toutes les taxes, tous les mécanismes sont à envisager. Il faut dire qu'au Québec, c'est pas comme si on n'avait pas de ce qu'on appelle de réglementation de red tape. Donc, n'importe quoi qui peut être retiré pour faciliter l'accès à l'habitation, c'est une bonne chose. Par contre, l'idée qui avait été proposée par Bernard Drinville récemment, que le gouvernement du Québec s'engagerait lui-même à payer 20 à faire la mise de fonds, donc avec l'argent des contribuables pour permettre à des gens de s'acheter une maison, je pense que, je veux dire, au moins tout le monde saisit qu'il y a un problème pour l'accès à l'habitation, mais ça, c'est peut-être une des pires solutions qui pouvait être mise de l'avant. Donc, c'est plutôt de s'assurer à ce que les Pourquoi villes, est-ce que ce n'est- justement, pourquoi est-ce que, selon vous, c'est pas une bonne solution pour faire en sorte que l'abordabilité, là, justement, des maisons et tout ça, selon vous? ben parce que le véritable problème présentement au niveau des maisons, justement, c'est l'offre. C'est autant le prix que le nombre de maisons qui sont sur le marché. Pour l'instant, c'est quand même bien que le gouvernement se mettait à payer faire on peut dire payer, dans ce cas-ci, on parle de faire un prêt auprès des gens qui n'ont pas les moyens de s'acheter une maison. D'un, faut le dire franchement, et je veux pas être désagréable envers qui que ce soit là-dessus, mais si vous avez de la difficulté à mettre de l'argent pour une mise de fonds, pouvez-vous garantir que vous êtes en mesure de rester propriétaire? Parce que ça vient avec des obligations. Vous avez des taxes municipales, des taxes scolaires, vous avez le compte hydro est beaucoup plus important que dans un appartement. Bref, les coûts d'être propriétaire sont quand même nombreux. Et là, on dit que le gouvernement va se servir de collatéral là-dessus. Et moi, ce qui me dérange le plus, c'est que ça n'amène absolument aucune solution par rapport à la
construction de nouvelles maisons, de nouveaux logements et autres qui vont permettre justement d'offrir un marché plus intéressant pour les nouveaux acheteurs et faire baisser tranquillement les prix des habitations. Comment dire, la solution de Drainville là-dessus n'amène absolument rien, en fait, à cet enjeu-là. C'est, je veux dire, ça a l'air sympathique d'une même, peut-être pour ceux qui ont la difficulté à être propriétaires, d'avoir accès à une aide gouvernementale, mais en contrepartie, ça va pas régler le problème global de l'accès au logement. Mais sinon, de manière plus large, au Québec, Mais c'est est-ce qu'on sûr et pourrait, certain. juste pour Oui. terminer là-dessus, est-ce que selon vous, ça serait viable justement, parce que là, vous avez parlé d'augmenter l'offre pour faire baisser, entre guillemets, les valeurs des maisons, mais est-ce que justement, une des assets, on dit en anglais, là, un des biens de la classe moyenne là, qui lui permet de survivre, c'est justement la valeur de sa maison qui a explosé au sens où on sait que c'est de l'inflation, donc c'est la dilution de la valeur du dollar qui se reflète dans le prix des maisons. Mais justement, si on assiste éventuellement à une baisse, une augmentation de l'offre, une baisse de la valeur des maisons, on ne sera pas aussi dans une crise économique et peut-être que les banques, qui sont finalement les grandes propriétaires du parc immobilier canadien, n'ont absolument aucun intérêt à ce que le prix des maisons baisse. Là, est-ce que c'est véritablement, est-ce que ça serait une bonne chose, même pour la classe moyenne, de faire en sorte que les prix des maisons baissent? C'est ça la question. Ben, c'est sûr et certain qu'il va y avoir un réajustement inévitable qui va se produire. Puis ça peut arriver à plusieurs niveaux. De toute manière, quand on regarde, par exemple, des projections pour le Québec d'ici 2050, là, je pense que c'est les statistiques de Statistique Canada, justement, qui sont sorties récemment et qui démontrent que notre population va essentiellement stagner au courant des 25 prochaines années. Inévitablement, ça veut dire qu'il va y avoir un transfert générationnel de ces actifs-là, mais qu'il n'y aura pas nécessairement une croissance de la population suffisante pour comment dire, soutenir comment dire, ben, le marché de l'immobilier comme tel. Donc, inévitablement, on risque d'assister à un effondrement de la valeur des propriétés au cours des prochaines années, du moins plutôt je dirais à long terme. Pour l'instant, je veux dire, je pense pas que un ajustement, si on, par exemple, on fait qu'augmenter la grosseur du parc immobilier au Québec, je pense pas que ça va avoir d'impact direct, ne serait-ce là qu'on parle pas de perte de valeur de centaines de milliers de dollars pour les propriétaires, qui, il faut le dire, ont quand même largement profité de la spéculation au cours des 10 dernières années aussi. Donc, le réajustement va se faire bien sûr naturellement, mais la solution reste quand même à ce que le gouvernement se retire de l'équation, notamment au niveau municipal, ou est-ce que c'est là qu'on met le plus de bâtons dans les roues pour les nouvelles constructions? Au niveau du québécois, c'est de retirer le maximum de taxation possible pour justement faciliter l'accès à l'habitation. Mais ça n'empêche pas que d'autres solutions peuvent être mises de l'avant, comme celle de Drainville était imaginée de base. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on peut faire pour aider ceux qui n'ont pas les moyens de mettre 20, 30 000, 50 000 dollars de l'avant? Est-ce que ça peut être de passer par des prêts sous garantie par la banque et que le gouvernement du Québec va garantir? Donc, il y a peut-être d'autres manières de faire. Mais c'est sûr qu'on peut pas mettre ce programme sur la table et se dire, ah oui, ça va régler tous les problèmes. En plus, il faut rappeler que ça se ferait quand même avec l'argent collatéral du gouvernement, de Mm. l'argent qu'il n'a pas présentement. On a quand même Oui, des finances dans le rouge. mais justement, pour revenir au point des banques, c'est-à-dire que les propriétaires, quand vous prenez une hypothèque pour acheter une maison, vont vous emprunter de l'argent, mais la véritable propriétaire de votre maison, tant que vous n'avez pas remboursé le prêt, où il y a une question de proportion aussi, là, c'est la banque. Donc, c'est les avoirs des banques, finalement, qui seraient subventionnés si on allait vers une situation comme ça, où on comprend qu'il y a des familles concrètes avec des vraies personnes physiques qui habiteraient ces maisons-là. Donc, il y a un bien non négligeable à ce niveau-là. Mais Mm. au niveau économique, est-ce que ça ne reviendrait pas à subventionner les banques? C'est vrai. C'est vrai que de ce point-là, c'est sûr que non, la dernière des choses qu'on veut, c'est subventionner les banques. Ça, c'est sûr et certain. Je pense que c'est peut-être le dernier acteur économique qui en a besoin. Mais oui, c'est vrai que si on y va avec un système de prêt sous garantie, ben, du moins, de n'importe quelle manière, c'est ce qu'il faut quand même retenir. C'est que si on met en place un système de prêt, que c'est le gouvernement qui avance, par exemple, le cash down pour l'achat d'une maison, ben, ça se peut que les banques peut-être profitent de ce stratagème-là d'une autre manière. Ça se peut aussi que les maisons augmentent en termes de valeur en sachant que le gouvernement peut avancer le cash down. Donc, tout le monde va en profiter, mais est-ce que les contribuables, est-ce que les acheteurs vont eux-mêmes en profiter non plus? Parce que
On met un exemple comme ça. C'est présentement une maison qui vaut 600 000 le cash down. Je pense qu'il est aux alentours de 45-50 000 comme ça. Mais mettons que demain matin, on met en place ce mécanisme-là. Ben, on ne faut pas s'étonner si les maisons soudainement se mettent à grimper à du 750 000 et plus, en sachant très bien que ben, si les nouveaux acheteurs peuvent se payer cette maison-là grâce à l'aide du gouvernement, ben, le gouvernement va payer le montant qu'ils n'auront pas dans leur poche. Donc, ça, on voit souvent ça dans des appels d'offres ou peu dans plus, pas dans des appels d'offres, pardon, là, mais par exemple, là, vous avez des contrats dans le privé où est-ce que si jamais on sait que le gouvernement va subventionner une partie de la facture, ben, on augmente le coût de la facture comme tel. Vous avez aussi là, toutes les questions des assurances. Par exemple, quand vous allez chez le dentiste, si vous dites que vous n'avez pas d'assurance dentaire, ben, vous n'aurez pas le même prix que si vous avez des assurances. Pourquoi? Ben, parce que le dentiste sait très bien qu'il peut se permettre une plus grande marge de manœuvre si l'assurance paye. Donc, imaginez si on avait cette situation-là, mais au niveau de l'immobilier. C'est peut-être plus la meilleure image que je pourrais utiliser pour vulgariser ce que ça donnerait comme résultat. Mais dans tous les cas, c'est l'intervention gouvernementale, c'est la dernière des choses qu'on a besoin dans peu importe le problème qu'on a au niveau de l'abordabilité au Québec, que ce soit que le prix de l'essence, le prix du logement, le prix de la maison ou le prix de l'épicerie. Un dernier sujet que vous vouliez parler, bon, revenons, bon, parce que c'est la campagne à la chefferie de la CAQ, donc c'est sûr qu'il y a certains sujets qui sont menés de l'avant par l'un ou l'autre des candidats. Bon, on sait, un Québécois sur 4 travaille pour le gouvernement, que ce soit fédéral, provincial, municipal, donc il y a un lourd fardeau, disons, sur les finances publiques qui est lié à ça, mais on pourrait rajouter, parce que c'est ce qu'on ne fait pas dans les chiffres pour les embellir, mais on pourrait rajouter tout le secteur médical. Donc, est-ce qu'on, oui ou non, on considère les gens qui travaillent pour le ministère de l'Éducation dans les écoles, les professeurs, les médecins, les infirmières, tous est-ce que sont-ils ou non à comptabiliser? Ça, c'est une autre question qu'on mettra de côté, si vous le permettez. Mais Nicolas Gagnon, selon vous, est-ce qu'il y a un travail qui peut être fait à ce niveau-là? Et comment, selon vous, le gouvernement, parce que peut-être que le gouvernement a pris l'habitude de faire gonfler de réduire ses statistiques de chômage en donnant des emplois pour que tout paraisse le mieux au niveau papier, mais en même temps, il y a un coût à payer à ce niveau-là. Donc, comment faire en sorte que les solution que vous proposez de réduire le nombre de fonctionnaires et donc la taille de l'État ne se traduisent pas par une augmentation du taux de chômage et bon, des conséquences négatives là, pour l'économie en général? C'est une très bonne question, mais il faut dire quand même qu'au Québec, on a pas loin d'un Québécois sur 4 qui travaille pour un gouvernement ou pour un palier de gouvernement, que ce soit pour le gouvernement fédéral, provincial, municipal. Donc, c'est 24 là, en tout, là, selon Statistique Canada. Puis juste à titre d'information comme ça, c'est une proportion qui est plus élevée d'emplois gouvernementaux que ce qu'on retrouve dans les grandes provinces canadiennes comme l'Ontario, l'Alberta ou la Colombie-Britannique. Donc, déjà, on fait pas nécessairement une bonne figure parmi les grandes provinces. On n'est pas la pire province, par contre, là. Il faut dire que la Saskatchewan s'en tire moins bien que nous, là. Il y a des différents exemples comme ça, ou même dans les provinces atlantiques, mais dans l'ensemble, on est vraiment une province où est-ce qu'il y a beaucoup de fonctionnariat. Il faut dire aussi que quand on regarde l'ensemble des effectifs provinciaux, on parle de pas loin de 609 000 postes. Il y a 80 000 postes là-dedans qui sont dans les ministères, qui est là qu'on devrait s'attaquer d'abord en premier. Là. On a rajouté pas loin de 12 000 postes sous la CAQ au courant des 8 dernières années. Et il faut aussi rajouter euh, les effectifs dans le parapublic. Là. On a plus de 520 000 personnes dans le secteur parapublic au Québec donc on parle des gens dans le système de santé, l'éducation et tout ça. Mais ce qu'on remarque aussi, c'est qu'au cours des dernières années, où est-ce qu'on a rajouté 109 000 postes là, dans l'ensemble de la fonction publique québécoise, donc public et parapublic, la moitié de ces effectifs-là qui ont été rajoutés, ce sont des employés de bureau. Donc, des fois, on se dit, on a rajouté du monde dans le système de santé, dans le système d'éducation, donc c'est pas une mauvaise chose. On rajoute des effectifs pour servir en première ligne. Puis finalement, quand on regarde dans les détails, où est-ce que le diable se cache trop souvent, c'est là qu'on découvre que finalement, on a rajouté du fonctionnaire à peu près partout dans le public et dans le parapublic. Donc, inévitablement, ça démontre à quel point on a perdu un peu le contrôle
sur les effectifs de la fonction publique au cours des dernières années, puis ça s'est répercuté sur les finances publiques. Et ben, il y a aussi eu des conventions collectives qui ont été signées, qui nous coûtent très cher et tout ça. Et donc, ça, c'est bien sûr, je pourrais parler longuement de ce qui se passe dans la fonction publique fédérale et municipale, mais quand on s'attarde à ça, donc, de un, il y a quand même une révision qui est nécessaire au niveau des effectifs, elle est déjà en cours, mais elle est clairement trop prudente. Et quand je dis trop prudente, c'est qu'on se limite à faire des coupures par attrition ou des coupures par réorganisation. On va couper 2000 postes ici et là. Donc, par attrition, on dit que quand les gens partent à la retraite, on va simplement ne pas remplacer leur poste ou ne pas, en fait, supprimer leur poste plutôt que de les remplacer. Donc, c'est garanti qu'avec ce genre d'approche-là, ça n'aura pas d'impact sur le chômage. Par contre, la réalité, c'est qu'on a beaucoup trop de fonctionnaires malgré tout. Et vu qu'il y a un très grand nombre d'entre eux qui profitent d'une certaine permanence au sein de la fonction publique, ça rend l'effort beaucoup plus difficile à accomplir là, pour supprimer un nombre adéquat de fonctionnaires pour véritablement dégraisser la machine et être en mesure de réduire les dépenses de manière considérable pour que ça ait un impact sur les finances publiques également. Donc, la CAQ est prise dans cette situation-là où est-ce qu'ils ont gonflé largement la fonction publique. Ils essaient de corriger le tir présentement, mais ils se battent avec la machine qu'ils ont eux-mêmes conçue, ou du moins qu'ils ont eux-mêmes galvanisée au courant des 8 dernières années à coup d'augmentation de primes salariales et autres. Donc, bref, il y a tout un effort de réduction de la bureaucratie qui est à faire. Ceci étant dit, et je suis désolé s'il y a des gens dans la fonction publique qui nous écoutent qui n'aimeront pas mon commentaire là-dessus, mais si les gens dans la fonction publique ont bel et bien des compétences, ils ont des diplômes, ils ont un bon CV, ils n'auront pas de problème à se replacer dans le privé où est-ce qu'il y a également des besoins pour les gens qui ont leurs compétences également. Donc, de couper dans la fonction publique, donc dans les ministères, je pense pas que ça va avoir un impact, ne serait-ce que sérieux sur le chômage, surtout qu'on sait qu'il y a à peu près 80 000 personnes là-dedans. Je veux dire, c'est trop marginal pour avoir un impact. Maintenant, si on se tourne vers le parapublic, ben nous, on ne préconisera jamais une approche où est-ce qu'on coupe des postes de professeurs, d'infirmières ou de policiers. C'est là où est-ce qu'il y a quand même un gros des effectifs. C'est la dernière des endroits où est-ce que le gouvernement devrait couper quoi que ce soit. C'est sûr qu'on a de la difficulté à les considérer comme des fonctionnaires, entre guillemets, parce que ce sont des personnes en première ligne, mais il n'en reste qu'à la fin de la journée, ce sont tous des gens qui sont à la solde des contribuables. On paye tous leur salaire dans une certaine mesure. Ils contribuent à la société en contrepartie et on les remercie grandement. Donc, il faut s'intéresser surtout à la structure qui les soutient en arrière, cette bureaucratie qui est autant présente dans les ministères que dans le secteur parapublic et voir comment est-ce qu'on peut la dégraisser. Ça demande une révision des programmes, ça demande des consultations, ça demande une commission permanente de révision des programmes qui n'a pas lieu. En fait, on n'a pas fait de révision comme telle au Québec depuis 2015. Donc, ça fait plus d'une décennie qu'on est dû pour faire réouvrir les livres, vérifier les programmes qui fonctionnent ou qui ne fonctionnent pas et faire des coupures adéquates pour être en mesure de réduire les effectifs, mais également de rééquilibrer les finances publiques parce que l'ultime objectif, c'est de rééquilibrer les finances publiques, avoir de la marge de manœuvre pour réduire les impôts et rembourser la dette du Québec. Ça doit passer, et tout ça va arriver lorsqu'on va s'attaquer à la machine gouvernementale. Nicolas Gagnon de la Fédération canadienne des contribuables. Je rappelle à nos auditeurs qu'ils peuvent vous suivre au contribuable avec un s.ca. Nous étions réunis pour parler des différentes données économiques et politiques qui nous touchent et qui vont nous toucher, notamment par ce dépôt du budget 18 mars prochain. On va suivre ça et on va vous suivre aussi sur les réseaux sociaux, ou spécialement sur X, le vrai Gagnon. Alors, Nicolas Gagnon, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ça fait plaisir. Merci à vous. Voilà, c'est tout pour le balado de cette semaine. N'hésitez pas à nous donner vos commentaires ou une note sur les différentes plateformes de balado-diffusion. Cela nous aide beaucoup à faire connaître et rayonner le podcast. Vous pouvez également nous suivre sur X, TikTok, ou si vous êtes à l'extérieur du Canada, ce pays libre et démocratique, vous pouvez nous rejoindre par l'ensemble des plateformes du groupe Meta. Vous êtes bien évidemment invité à vous abonner pour la modique somme de 4 $ par mois, ce qui vous donne, entre autres choses, un accès illimité à tous nos contenus. Rendez-vous au libre-media.com. Et à vous tous et toutes, merci d'avoir été des nôtres et revenez-nous la semaine prochaine pour un autre épisode du Libre Podcast.